On va en parler avec notre invité, le philosophe et politologue ukrainien Volodymyr Yermolenko. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes aussi rédacteur en chef d'UkraineWorld.org, professeur à l'université Mohyla Academy à Kiev. Déjà, à quoi sert, selon vous, l'adoption de cette nouvelle doctrine diplomatique? Je ne sais pas, hein, parce que si la Russie est un état de droit, bien sûr les doctrines sont importantes parce que c'est la base de telle ou telle politique. La Russie est gouvernée par un tyran, donc je ne sais pas s'ils utilisent des doctrines ou des documents comme ça. Mais ce qui était intéressant dans cette doctrine, c'est que la Russie est définie comme État-civilisation. Donc c'est vraiment l'idéologie de ces doctrines, c'est l'eurasisme ou le néo-eurasisme à la Douguine et quelque chose comme ça. Donc, les Russes, ils essayent de se détacher de l'Occident, de se détacher de l'Europe. L'une des justifications de la Russie pour cette guerre en Ukraine, c'était justement de combattre cette expansion de l'OTAN. J'en parlais à l'instant. On voit bien que, au contraire, cette guerre, elle a provoqué, accéléré la demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande qui rejoint l'OTAN demain. Donc l'OTAN, le territoire de l'OTAN sera contigu cette fois-ci à la Russie, qui prévient qu'elle va militariser cette frontière. Est-ce que, selon vous, Vladimir Poutine a cherché cette confrontation, se figer ainsi deux blocs OTAN et Russie, ou est-ce que il a été pris à son propre jeu? Est-ce que c'était volontaire finalement? C'est un grand stratège, qu'on le sait, Vladimir Poutine. Donc, euh, l'ironie de cette situation, c'est qu'il atteint des objectifs qui sont contraires à ses objectifs. Donc, il a dit, bah voilà, il faut terminer l'élargissement de l'OTAN. Ce qu'il attend maintenant, c'est l'élargissement de l'OTAN. Il a dit qu'il fallait, il a condamné l'OTAN pour, je sais pas, pour faire la guerre contre la Russie. Ça n'a jamais arrivé. Mais maintenant, on voit quand même plus d'armement en Ukraine, le soutien de l'OTAN de l'Ukraine, etc. Donc, il faut dire, je pense, que la politique de Poutine, en fait, c'est le contraire des intérêts géopolitiques de la Russie. Il faut le dire, et les citoyens russes doivent le comprendre. Tout ce qui est logique, tout ce qui est rationnel du point de vue géopolitique, économique, etc., Poutine fait le contraire. On a vu que justement il y avait une vraie guerre de l'information à côté de cette guerre sur le terrain en Ukraine, avec aujourd'hui la mort de ce blogueur qui était un des relais de l'ultranationalisme russe. Quelle est la fonction en fait dans le dispositif de guerre de la Russie de ces blogueurs, de ces intervenants sur les réseaux sociaux, de ces médias pro-russes? Donc c'est difficile de le nommer blogueur même, monsieur Tatarski, parce que c'est un criminel. C'était quelqu'un qui était en prison en 2014 en Ukraine. Je pense que c'est à Horlivka, donc à l'est de l'Ukraine. Ensuite, il a participé dans la guerre comme combattant du côté des forces pro-russes. Et là, maintenant, c'est quand même logique que lui, il est proche de Prigozhin, qui est aussi Le patron de Wagner. le patron de Wagner, qui assemble des criminels surtout chez Wagner, surtout dans cette bataille autour de Bakhmut, Oui, etc. on va rappeler que tout de même, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité comme vous, que Wagner a recruté aussi parmi des détenus. Ah, bien sûr, parce que sinon, qu'ils peuvent recruter, c'est ça leur base principale. Alors, Tatarski, c'est quelqu'un de ce type. Et lui, oui, il s'est nommé Voenkor, c'est-à-dire correspondant de guerre, mais c'est pas du tout des correspondants de guerre, c'est pas du tout des journalistes dont il s'agit. Il s'agit des anciens criminels qui sont devenus des combattants ou enfin, des instruments de cette guerre de la Russie, qui sont devenus ensuite les instruments de la guerre d'information. Et c'est vrai que c'est par la moyen de chaînes de Telegram. Telegram, c'est un réseau social qui est très, très utilisé maintenant par la propagande russe, qu'ils essayent voilà, les Russes, essayaient de promouvoir leur message, comme voilà, la guerre va continuer, qu'ils vont remporter contre l'Ukraine, etc. Parlons de Bakhmut. C'est la deuxième fois hein, que Wagner revendique une victoire sur place que l'état-major russe ne confirme pas, puisqu'aujourd'hui le point de l'état-major russe ne confirme pas que Wagner contrôle la mairie
de Bakhmout. Qu'est-ce qui se passe exactement entre Wagner, dont le patron, Evgeny Prigojine, ne s'est pas privé de critiquer le Kremlin de façon assez acerbe dernièrement? Est-ce que la Russie, les autorités russes ne laissent pas aussi Wagner s'enliser à Bakhmout, s'épuiser à Bakhmout? Oui, je pense que vous avez raison. De l'autre côté, Bakhmout, c'est une ville symbolique, c'est une ville très importante, bien sûr, mais c'est une ville dont la bataille est depuis, je pense que mois de juillet, mois d'août. Et juste pour vous rappeler à votre public, c'est pas une grande ville. C'est pas une ville d'un million d'habitants. C'est une ville qui était avant la guerre 60 000 habitants. Et qui n'a pas non Donc, plus de grand intérêt stratégique. absolument, absolument. C'est ça qui nous donne, qui nous donne à comprendre que cette guerre que mène la Russie est absolument sans sens. Il est absurde. Et il y a, pour les Russes, c'est très symboliquement important parce qu'ils veulent récupérer ou occuper les restes de la région de Donetsk. Mais il y a beaucoup d'autres villes à la région de Donetsk, comme Sloviansk, comme Kramatorsk, qu'on visite très très souvent. Euh, Là maintenant, si on suivit les informations russes, ils ont commencé à dire que Bakhmut est encerclé à partir du mois de novembre. Donc, j'ai écouté Gulliver Craig, votre correspondant, qui a dit que finalement, là maintenant, c'est une bataille pour des étages, pour des bâtiments. Les Russes n'occupent pas des villes, ils prennent pas des villes, ils les détruisent. Là, c'est très important de comprendre. Là, c'est ce qui se passait avec Mariupol, c'est ce qui se passe avec Mariinka, c'est ce qui se passe avec Bakhmut aussi, malheureusement. C'est ça la tragédie sans sens absurde de cette guerre. On parlait dernièrement d'une volonté de contre-offensive ukrainienne, d'épuiser justement les forces russes à Bakhmout pour mener cette contre-offensive. Est-ce que l'Ukraine aussi s'épuise après plus d'un an de guerre? Est-ce que aujourd'hui l'Ukraine a besoin de rassembler ses forces ou peut lancer la contre-offensive très prochainement? Mais il faut comprendre que les forces pour la contre-offensive et les forces qui sont à Bakhmut, à Avdiivka, à côté de Liman, on visite très souvent ces villes-là, ce sont des forces différentes. C'est-à-dire que les forces qui se préparent à la contre-offensive sont des forces différentes qui s'entraînent aussi dans l'Europe de l'Ouest, en Amérique, etc. Donc, pour se préparer à cette contre-offensive, la morale des Ukrainiens, ça reste très très forte. Mhm. Sauf que, bien sûr, notre vie est très difficile. La vie des soldats sur le front est très difficile. On perd beaucoup de gens. Et bien sûr, c'est très tragique. C'est pas la géopolitique, c'est pas le jeu d'échecs. Pour nous, le Facebook, maintenant, c'est que que des informations sur les morts, y compris les morts de nos amis, de nos proches. Mais voilà, il y a cette volonté de mener la contre-offensive. Et, effectivement, et la question d'épuisement, je pense que c'est très important parce que parfois j'attends, OK, mais les Russes veulent épuiser les Ukrainiens, c'est leur stratégie. Oui, mais je pense qu'il faut aussi penser à l'inverse. C'est les Russes s'épuisent de façon beaucoup plus grave parce qu'ils perdent beaucoup plus d'hommes que les Ukrainiens. Je pense que la proportion est 3 ou 4 pour 1. Et c'est important de comprendre que les Ukrainiens croient à la victoire. Ils nous donnent beaucoup de sacrifices pour la victoire, mais c'est quand même dur. Merci beaucoup, Volodymyr Yermolenko, d'avoir été l'invité de France 24 ce soir. Merci.